battant. Le podcast de tous les aidants, présenté par Christelle Evita et Laurent François. Salut Christelle. Salut Laurent. Comment ça va ? Allez. Bon, bonne nouvelle. Dis-moi, je suis un peu embêté. J'ai recroisé un vieux pote, dont malheureusement un des enfants a un handicap. Et je suis en train de me demander s'il n'est pas tout simplement en train de devenir aidant. Est-ce que tu as, toi, la définition d'un aidant ou d'une aidante ? Et puis surtout, comment on reconnaît un aidant ? Alors, je vais te donner la définition que donne le ministère de l'économie. Donc là, on ne peut pas faire plus officiel. Personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre professionnel à une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou du handicap. Bon, je crois qu'on est pile poil dedans. Mais c'est très officiel et on se dit, ok, non, mais concrètement, comment on s'en rend compte ? Parce que bon... Ouais, parce que là, on ne peut pas faire plus administratif. Exactement. C'est très légal, si je puis m'exprimer ainsi. C'est très juridique. On n'y comprend pas grand-chose. La seule chose que j'ai compris, c'est s'occuper, handicap et autre chose. Handicap, maladie ou âge. Donc, si ton proche perte d'autonomie du fait de la maladie, de l'âge ou du handicap. Si on vient à des choses plus concrètes, comment ça se matérialise dans ta vie ? Oui, parce que c'est ça, la vraie question. C'est ça la question. Comment ça se traduit pour toi ? Et c'est comme ça que tu peux savoir, en tout cas, c'est comme ça que ma sœur et moi, on a pu comprendre pourquoi, oui, on devenait aidante. Eh bien, tu te mets à gérer la vie de l'autre à sa place. Donc, quoi dans la vie de l'autre ? Ça peut être des aspects vraiment de sa vie quotidienne, comme la toilette, le coucher, le lever, le fait de l'alimenter, ou pour des enfants, de leur faire cours, parce que s'ils sont atteints d'un handicap qui leur permet pas d'être scolarisés, il y a des parents qui font le choix de donner classe à leurs enfants. Autre domaine où tu vas prendre la place de la personne que tu aides, ça va être sur tout ce qui est gestion des impératifs médicaux. En fait, tu deviens comme la secrétaire ou le secrétaire médical de ton proche. Donc, tu vas prendre les rendez-vous, tu vas accompagner ce proche, tu vas souvent faire l'interface entre ton proche et le personnel médical, le médecin. Tu es celui qui très souvent a les ordonnances, a les comptes rendus médicaux, a l'historique médical. Et encore autre aspect où c'est comme si tu vivais la vie de ton aidé à sa place, dans la gestion administrative. Donc, tout ce qui est bancaire, tout ce qui va être administratif. Donc, tu as ta vie à toi, de personne, et tu ajoutes à ça, et c'est important de bien comprendre, tu ajoutes la gestion de la vie de quelqu'un d'autre. Alors, beaucoup de parents vont te dire qu'ils sont aidants, ne serait-ce que pour leurs enfants. Tout à fait, ils le sont, mais la logique veut que progressivement, notre enfant, l'éducation qu'on lui donne, le fait qu'il vive en société, lui permettent de s'autonomiser. Oui, et là, c'est bien ce dont il s'agit, c'est qu'il n'y a plus cette fameuse autonomie dont tu parles. Exactement. Ça veut dire donc que tu as ta propre vie que tu gères, ça c'est assez classique, mais que tu gères également la vie ou les vies des autres personnes dont tu t'occupes. Et on ne parle que de l'aspect, on va dire, qui est déjà énorme, gestion, et on pourrait ajouter le poids, la charge cognitive et la charge émotionnelle, parce que quelqu'un que tu aides, un aidé, c'est quelqu'un qui, donc, on l'a dit, est en perte d'autonomie. Et c'est quelqu'un dont tu es proche et émotionnellement, tu rajoutes ça. Le fait que tu as peur, bien que ton époux ne survive pas, ou tu t'interroges sur mais comment va faire mon enfant atteint de tel handicap quand moi-même j'aurais disparu, ou si c'est un parent âgé, tu te prépares, mais peut-on jamais se préparer à la perte d'un parent ? Donc, il y a en plus de cette double gestion, il y a en plus cette charge mentale et émotionnelle qui est extrêmement lourde et qui va pas en diminuant, parce que quand on a un enfant, voilà, il va vers l'autonomie, donc progressivement, on va s'en occuper de moins en moins. Quand on s'occupe, en tout cas, de personnes, si c'est lié à l'âge notamment ou à des maladies qui deviennent invalidantes, la perte d'autonomie, elle va aller souvent uniquement en s'accroissant. Donc ta charge, elle va elle aussi s'accroître. Ta charge des dents, elle va elle aussi s'accroître. Alors que faire ? T'es en train de me décrire un cercle vicieux, très sincèrement. Qu'est-ce que tu conseilles de faire ? Mes conseils, qui sont vraiment issus de mon expérience,
c'est identifier tout ce qui peut être délégué. Alors que ce soit si par exemple la personne que vous aidez est à domicile, voir les aides à domicile, les auxiliaires de vie que vous pouvez solliciter. Se dire peut-être qu'à un moment donné, votre parent ou la personne, il faudra peut-être la mettre dans un établissement spécialisé. Voir tout ce que vous pouvez déléguer parce que vous ne pourrez pas tout faire. Et l'aidant, comme il y a ce sentiment de culpabilité, il se dit non mais je peux pas l'abandonner, donc il veut tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Donc voir comment on peut être aidé et voir comment on peut déléguer. Côté administratif, je te coupe la parole un instant, mais comment on peut faire? Parce que là aussi, il y a évidemment des solutions qui existent. Côté administratif, aujourd'hui, il y a plein d'applications, tout ce que vous voulez, qui pullulent pour vous aider à gérer la dimension administrative. Ok, c'est une chose. Néanmoins, vous ne couperez pas au fait qu'il faut absolument, vous, en tant qu'aidant, être ultra à jour de vos propres papiers administratifs, pièces d'identité, parce que lorsque vous allez remplir des dossiers, on va vous demander ces documents et à force de ne s'occuper que de la personne qu'on aide, on oublie soi-même d'être à jour de nos pièces d'identité, pièces administratives. Donc moi, je conseille toujours aux aidants leur disant: est-ce que tes pièces d'identité sont à jour? Est-ce que tu as des actes de naissance qui sont valides? Puisque ces actes de naissance, qui sont indispensables pour tous les dossiers, ne durent que 3 mois en termes de validité. Bienvenue en France. Je leur dis aussi, en tout cas dans les choses qui peuvent être soulageantes, scannez tout ce qui peut être scanné. Aujourd'hui, les choses se passent de plus en plus en dématérialisation. Vous pouvez être, 226 km séparent l'aidant et son aidé. L'hôpital appelle en disant: oui, voilà, votre mère, là, on vient de l'hospitaliser, on n'a pas son dossier médical. Vous l'avez scanné, vous pouvez l'envoyer à l'hôpital. Je parle de vécu. Voilà, donc ça va être des conseils comme ça qui peuvent sembler simplistes, mais qui vont faire gagner énormément de temps parce que lorsqu'on vous appelle pour une situation grave ou d'urgence, votre cerveau est comme figé, paralysé, sidéré. Si vous avez les choses déjà prêtes, c'est plus simple. Et pouvoir décider vite lorsqu'une tuile, et Dieu sait s'il y en a de nombreuses qui nous tombent sur le coin de la figure, et bien lorsqu'une tuile justement se présente, décider vite et aller vite. Exactement. Eh bien, merci à toi, Christelle. Alors, qu'est-ce qu'on dit à nos auditrices et auditeurs? De noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Exactement. De laisser un petit commentaire également. Oui, ça fait toujours plaisir. Et on vous dit, Christelle et moi, à bientôt pour un nouvel épisode de Battant, le podcast de tous les aidants. à bientôt. Ciao, ciao.